Top 9. La Société des hommes léopards. Des montagnes d'Afrique du Nord, nous passons aux forêts d'Afrique occidentale et centrale, où une confrérie différente s'est rendue invisible non pas en se déplaçant plus vite qu'on ne peut le voir, mais en se cachant à la frontière entre l'être humain et le prédateur. La Société des hommes léopards. Un corps est retrouvé dans un village de Sierra Leone. Les blessures proviennent manifestement d'un animal. Les marques de griffes sont précises. Le schéma correspond à une attaque de léopard. Sauf qu'il n'y a aucune trace de léopard. Les organes internes de la victime ont été retirés d'une manière qu'aucun léopard sauvage n'utilise. C'est le quatrième corps cette année. Et le chef du village, lorsqu'il est interrogé, dit la même chose. Tous les chefs de village de la région disent qu'il n'y a pas d'attaque de léopard. Ils n'ont pas vu de léopard. La Société des hommes léopards est documentée dans les registres administratifs coloniaux britanniques de Sierra Leone, du Nigeria et du Cameroun à partir des années 1880. Des procès de masse ont eu lieu en Sierra Leone en 1903 et au Nigeria de 1945 à 1948. L'analyse académique le comprend The Mend of Sierra Leone de Kenneth Little, publié en 1951, et Memories of the Slave Trade de Rosalind Shaw, publié en 2002, qui recadre la société dans un contexte postcolonial. Les procès coloniaux de 1903 en Sierra Leone ont abouti à 87 condamnations. Les enquêteurs britanniques ont documenté un type d'arme, des gants à griffes de fer ou des lames à plusieurs points spécifiquement conçus pour produire des motifs de blessures de léopard sur des corps humains, trouvés dans plusieurs lieux indépendants avec un design cohérent. Les procès de 1945 à 1948 au Nigeria ont entraîné 73 exécutions suite à des meurtres dans la région de Cross River. L'officier de district britannique G.I. Jones documenta dans son rapport officiel que les initiés croyaient que les transformations en léopard étaient littérales, que la préparation rituelle produisait réellement un changement physiologique, et que cette croyance était si centrale à la cohésion de la société qu'elle ne pouvait être traitée par les seules poursuites judiciaires. Le travail de terrain de l'anthropologue Rosalind Shaw en Sierra Leone, dans les années 1990, documenta que la mémoire de la Société des hommes léopards persistait dans la tradition orale de communautés n'ayant eu aucun contact entre elles pendant la période de suppression coloniale, suggérant que la tradition s'était préservée à travers des flux indépendants, parallèles, plutôt qu'une structure organisationnelle unique survivante. Le Borfima, un objet médicinal rituel associé au pouvoir de la société, est décrit de manière cohérente dans les dépositions coloniales, tant en Sierra Leone qu'au Nigeria, comme nécessitant de la graisse humaine comme composant. La spécificité de cette description chez des témoins indépendants dans des procès sans lien entre eux est notée dans les rapports des officiers médicaux coloniaux britanniques comme étant une anomalie. Les enquêteurs coloniaux ont découvert que les meurtres ciblaient fréquemment des catégories sociales spécifiques, des personnes ayant accumulé des richesses par le commerce, des individus s'étant convertis au christianisme ou à l'islam et ayant ainsi quitté les structures d'autorité traditionnelles, et des témoins de meurtres précédents suggérant une fonction institutionnelle de contrôle social plutôt qu'une violence rituelle aléatoire. Le système de reconnaissance de la société, motif de scarification corporelle spécifique, phrases de type appel et réponse et identification basée sur des objets, était suffisamment cohérent d'une région à l'autre pour que les enquêteurs coloniaux en Sierra Leone et les enquêteurs nigérians 40 ans plus tard et à 1000 km de distance documentent les mêmes symboles indépendamment les uns des autres. Shaw a soutenu que les origines de la Société des hommes léopards pourraient être liées à la période de la traite des esclaves, que l'organisation a émergé en partie comme un mécanisme de résistance et de survie dans des communautés dévastées par les raids, la croyance en la transformation en léopard fournissant un cadre psychologique pour une violence de représailles qui pourrait être attribuée de manière déniable à une attaque animale. Les anthropologues et les historiens classent la Société des hommes léopards comme une association de pouvoirs secrètes masculines communes à l'Afrique occidentale et centrale qui utilisait la violence rituelle comme mécanisme de contrôle social, d'autorité politique et de redistribution des ressources. La croyance en la transformation en léopard est classée comme une psychologie rituelle
fournissant une justification mythologique à des actions servant des fonctions sociales concrètes. La cohérence multiethnique est expliquée par la diffusion des éléments rituels via les réseaux commerciaux au fil des siècles. Mais la diffusion par les réseaux commerciaux produit des variations, pas une standardisation. Tout autre élément de la culture matérielle, art, musique, langue, organisation politique, a divergé de manière spectaculaire entre ces groupes ethniques au cours de la même période. Seule la signature opérationnelle de la Société des Hommes, Léopard, est restée cohérente au sein de groupes n'ayant aucune autorité commune, aucune tradition écrite et aucune structure centralisée. Cette cohérence sur 1000 kilomètres et plusieurs siècles suggère soit un point d'origine unique à partir duquel la société s'est propagée intacte, soit un mécanisme de préservation si robuste qu'il a survécu à la suppression coloniale, à la fragmentation ethnique et à la dispersion géographique sans laisser une seule trace organisationnelle. Le recadrage post-colonial de Shaw suggère que la Société des Hommes Léopards devrait être comprise non pas comme une organisation criminelle, mais comme une institution politique distribuée et sophistiquée. Une institution qui opérait comme une forme d'autorité judiciaire et redistributive dans des communautés où les structures étatiques, formelles, étaient soit absentes, soit prédatrices. Si ce cadre tient, demandant certains chercheurs, la Société des Hommes Léopards faisait-elle en Afrique de l'Ouest ce que la Verme faisait en Allemagne et ce que les Frumentari faisaient à Rome? Combler un vide de gouvernance avec un pouvoir institutionnel distribué et déniable qu'aucune autorité extérieure ne pouvait pleinement cartographier, poursuivre ou détruire. Les griffes de Léopard étaient armées la technologie. Ce qui se cachait derrière elle est peut-être quelque chose qui n'a de mot adéquat dans aucune langue issue de la tradition juridique européenne. Aucun morphema récupéré n'a jamais fait l'objet d'une analyse scientifique complète. Aucun dossier de suppression coloniale n'a produit de documentation substantielle sur la doctrine interne de la société. Et la question de savoir d'où venait réellement la standardisation opérationnelle multiethnique, de quelle communauté, à quel moment de l'histoire, pour quel but originel, n'a jamais reçu de réponse. Top 6. Les Frumentarii. L'AVEM cachait ses sentences de mort dans le langage de la loi. À Rome, l'Empire lui-même a caché son réseau d'assassinats dans quelque chose d'encore plus banal. L'approvisionnement en grains. Les Frumentarii romains. Vous êtes un empereur. Vous avez la plus grande armée du monde, l'appareil administratif le plus sophistiqué de l'histoire et une autorité légale absolue sur chaque être humain de la Bretagne à la Mésopotamie. Et pourtant, quelque chose vous empêche de dormir. Non pas une menace étrangère, mais un réseau que vous avez construit vous-même. Un réseau qui sait tout sur tout le monde, qui vous rend compte et qui a commencé discrètement à décider par lui-même quels empereurs doivent continuer. Les Frumentarii sont documentés dans les papyrus militaires romains, les registres administratifs impériaux et l'Histoire Auguste, une collection de biographies impériales datées des 11e et 4e siècles après J. Chassid et N. B. Rankov, a synthétisé l'analyse savante dans The Frumentarii, publié en 1990. Ils apparaissent dans l'Apologeticus de Tertullien, écrit vers 197 après J.C., comme des objets d'une véritable crainte civile à travers l'Empire. Le nom Frumentarii dérive de frumentum, le mot latin pour le grain. Leur fonction originelle était la logistique et la taxation de l'approvisionnement en grains. Un rôle qui les obligeait à voyager librement, à porter une identification officielle et à avoir des raisons légitimes d'entrer dans n'importe quelle ville, camp militaire ou domaine privé du territoire romain. Sous le règne d'Adrien, qui a régné de 117 à 138 après J.C., les Frumentarii étaient documentés effectuant des fonctions de renseignement, interception de correspondance, surveillance des gouverneurs de province et rapport sur la loyauté des commandants militaires. La transition de la logistique du grain à la surveillance n'apparaît dans aucun document subsistant. Elle s'est simplement produite, et au moment où quelqu'un l'a écrite, elle se produisait déjà depuis des décennies. L'Histoire Auguste documente l'implication des Frumentarii dans au moins 2 assassinats impériaux. Le meurtre de Pertinax en 193 après J.C. et les circonstances entourant la mort de Caracalla en 217 après J.C., où des officiers Frumentarii étaient présents sur les lieux
et leur rôle n'a jamais été officiellement examiné. Tertullien, écrivant vers 197 après J.C., les identifie explicitement comme des instruments de persécution, ceux qui rapportaient les lieux de réunion, les listes de membres et l'identité du clergé chrétien à travers plusieurs provinces, suggérant des réseaux d'informateurs pleinement développés au sein des populations urbaines civiles à l'échelle de l'Empire. Les frumentarii utilisaient un système de reconnaissance encodé dans les documents de réquisition de grains, des phrases spécifiques qui permettaient aux agents de s'identifier entre eux à travers l'Empire sans signaux manifestes. Ce système est partiellement reconstitué à partir de papyrus découverts à Oxyrhynque en Égypte. Dioclétien a dissous les frumentarii vers 300 après J.C. et les a remplacés par les agent in rebus. Cette nouvelle organisation, en moins de 50 ans, avait développé son propre pouvoir politique parallèle, suggérant que la dynamique institutionnelle était structurelle plutôt qu'un problème lié à des individus spécifiques. Tertullien comparait la portée des frumentarii à l'omniscience divine comme artifice rhétorique, impliquant que son public comprenait déjà que les frumentarii étaient effectivement partout et savaient tout. Pour un évêque d'Afrique du Nord écrivant à la fin du IIe siècle, ce n'était pas un compliment. Les historiens de l'administration romaine caractérisent l'évolution des frumentarii comme une dérive institutionnelle organique, une organisation dotée de privilèges de voyage à l'échelle de l'Empire, accumulant progressivement des fonctions secondaires au fur et à mesure que les empereurs les trouvaient pratiques. Leur implication dans les assassinats est considérée comme le fait d'acteurs individuels exploitant la proximité du pouvoir et non comme un comportement institutionnel systématique. La dissolution par Dioclétien reflète une préférence administrative pour la clarté plutôt qu'une preuve qu'une institution était devenue ingouvernable. Mais Dioclétien n'a pas réformé les frumentarii. Il les a entièrement abolis, puis a immédiatement reconstitué le même rôle fonctionnel sous un nom différent et une structure de commandement différente. Ce n'est pas une préférence pour la clarté. C'est un empereur reconnaissant qu'une institution était devenue impossible à contrôler et repartant de zéro. La question à laquelle aucun historien n'a pleinement répondu est de savoir si une institution de ce genre repart vraiment de zéro ou si elle change simplement de nom. Certains chercheurs, dont Anthony Barrett dans ses études sur la politique julio-claudienne, ont suggéré que les frumentarii représentent une caractéristique structurelle des grands empires administratifs plutôt qu'une anomalie romaine. L'émergence inévitable d'un centre de pouvoir parallèle au sein de toute bureaucratie suffisamment complexe, combinant une capacité de collecte de renseignements avec une violence déniable. Si cela est vrai, les frumentarii n'étaient pas une corruption de l'administration romaine. Ils en étaient l'aboutissement logique, et chaque appareil de sécurité d'État qui a suivi dans chaque empire depuis lors a pu être les frumentarii réinitialisés, attendant à chaque fois que la même dynamique se réaffirme. Top 7. Rachid ad-Din Sinan. Depuis les rouages administratifs de Rome, nous passons aux montagnes de la Syrie du XIIe siècle, où un seul homme a dirigé un royaume depuis une unique pièce pendant 30 ans sans armée et a contraint à la négociation le plus grand chef militaire du monde médiéval. Rachid ad-Din Sinan. Saladin est le plus grand commandant militaire du monde médiéval. Il vient de reprendre Jérusalem. Il commande un empire s'étendant de l'Égypte à l'Irak. Et un matin, il se réveille dans sa tente, entouré de gardes du corps à l'intérieur d'un camp fortifié, au milieu d'une armée. Et à côté de sa tête, il y a un gâteau empoisonné et une note. La note dit, en substance, « Nous aurions pu le faire ». Il envoie un messager dans les montagnes de Syrie le jour même. Rachid ad-Din Sinan est documenté dans les sources historiques arabes, notamment Al-Kamil fi al-Tarikh d'Ibn al-Athir, écrit vers 1231, les récits de voyage d'Ibn Jubayr de 1183 à 1185 et de vastes chroniques de croisées. Bernard Lewis a examiné sa vie dans Les Assassins en 1967. Farhad Daftari a analysé le contexte ismaélien plus large dans A Short History of the Ismailis, publié en 1998. L'incident de la tente de Saladin est documenté dans de multiples sources arabes indépendantes et considéré comme historiquement fiable par la recherche académique dominante. Sinan arriva en Syrie depuis Alamout vers 1162 en tant que commandant subalterne. En l'espace d'une décennie,
il était devenu effectivement indépendant, ne maintenant qu'une allégeance nominale au quartier général, perce tout en construisant une base de pouvoir personnel dans les montagnes syriennes qui ne répondaient à aucune autorité, qu'elle soit islamique ou croisée. Son assassinat de Conrad de Montferrat en avril 1192 survint quelques jours après l'élection de Conrad comme roi de Jérusalem. Deux agents avaient passé des mois dans la ville en se faisant passer pour des moines chrétiens. Le timing était si précis et l'effet politique si dramatique que Richard Ier d'Angleterre et Saladin furent immédiatement soupçonnés d'avoir commandité le meurtre. Les sources contemporaines ne purent déterminer qui l'avait ordonné, ce qui en dit long sur la manière dont Sinan opérait. L'incident de la tente de Saladin est documenté dans la chronique d'Ibn al-Athir en ces termes. Les gardes trouvèrent un gâteau empoisonné et une note de menace à côté de la tête du commandant endormi, ainsi qu'une lettre de sauf-conduit de Sinan, fixée à la paroi de la tente avec un poignard. Aucun garde du périmètre n'avait rien signalé. Saladin ouvrit des négociations en quelques semaines. L'accord de non-agression qui suivit représente le seul cas enregistré où Saladin conclut la paix avec un ennemi dont la capacité militaire n'était qu'une infime fraction de la sienne. Selon Ibn Jubayr, qui traversa la région en 1183, les chevaliers croisés payaient régulièrement tribut aux forteresses de Sinan en échange d'une immunité opérationnelle, ce qui signifie que les deux camps du conflit croisé payaient simultanément pour la protection du même bastion montagneux. En 1176, Sinan menaça le grand maître des hospitaliers de la mort simultanée de hauts responsables croisés dans plusieurs villes, à moins qu'une concession théologique ne soit faite. La concession fut faite. Il y a aussi le récit répété dans plusieurs sources selon lequel Sinan recevait des ambassadeurs croisés et faisait un geste à la suite de quoi deux de ses fidaïs se jetaient du haut des murs du château vers leur mort sans hésitation, dans une démonstration froide et délibérée. Les ambassadeurs rentrèrent chez eux et rapportèrent ce qu'ils avaient vu. Cette histoire fit plus de travail politique pour Sinan que son meurtre. Après sa mort en 1193, le territoire assassin syrien continua de fonctionner pendant encore 60 ans avant que les Mongols ne le détruisent finalement en 1260, suggérant que l'institution était structurellement assez robuste pour survivre à la perte de son architecte fondateur. Les historiens caractérisent Sinan comme un opérateur politique exceptionnellement talentueux qui a maximisé le levier disponible pour un petit acteur stratégiquement situé dans un système de conflits multipartites. La volonté de ces agents de mourir est expliquée comme une véritable dévotion religieuse et une formation idéologique intensive. Sa faiblesse militaire était compensée par sa position géographique, une discipline de sécurité opérationnelle et une lecture précise des vulnérabilités psychologiques de ses adversaires. Mais l'explication dominante rend compte du quoi sans toucher au comment. Comment crée-t-on une institution dans laquelle un homme se jette du haut d'un mur de château sur un simple signal? Non pas au combat, mais dans une démonstration froide et délibérée devant des témoins étrangers. Comment construit-on une sécurité opérationnelle si complète que 30 ans d'opérations d'assassinat actives dans la région la plus surveillée du monde médiéval n'ont produit aucune infiltration réussie, aucune défection et aucune trace documentaire menant à l'ordre? Farhad Daftari et d'autres chercheurs ismaéliens ont soutenu que les fidaïs n'étaient pas des fanatiques, mais des professionnels, des hommes qui avaient pris un engagement sincère, réfléchi et irréversible envers la mission bien avant qu'une cible spécifique ne soit nommée. Si cela est vrai, demandent certains chercheurs, la véritable réussite de Sinan n'était-elle pas de construire une organisation capable de tuer n'importe qui, mais de construire une organisation dans laquelle chaque membre avait déjà individuellement décidé de mourir pour elle? Il n'avait pas besoin de les motiver, il n'avait qu'à les orienter. Les archives des assassins syriens à Masyaf ont été capturées par les Mongols en 1260 et n'ont jamais été retrouvées. Plusieurs sources font référence à une bibliothèque à Masyaf qui aurait contenu des textes de la période pré-islamique. Qu'y avait-il dedans? Où est-elle passée? Et quel était précisément le mécanisme par via lequel les agents ont pénétré la sécurité de Saladin pour atteindre sa tête endormie sans qu'un seul garde du périmètre ne remarque quoi que ce soit? Nous ne le saurons peut-être jamais. Top 8, les Aïssawa. Depuis les montagnes de Syrie, nous passons en Afrique du Nord,
où un ordre différent a bâti son pouvoir sur quelque chose que l'armée française passerait des décennies à essayer d'expliquer dans un langage clinique sans jamais y parvenir tout à fait. Les Aïssawa, des officiers coloniaux français dans l'Algérie du XIXe siècle, ont déposé des rapports d'incidents militaires formels sur quelque chose pour lequel ils n'avaient aucune doctrine tactique. Des hommes qui ne s'arrêtaient pas lorsqu'ils étaient touchés par des balles, et non au sens figuré. Des hommes documentés recevant plusieurs balles de mousquet et continuant d'avancer sans réaction apparente à la douleur, sans réaction défensive, jusqu'à ce qu'ils tombent, parfois des minutes plus tard, parfois pas du tout. Les officiers recommandaient à leurs commandants de ne pas envoyer d'infanterie standard contre eux. Les Aïssawa sont documentés dans les archives militaires et administratives coloniales françaises d'Algérie et du Maroc, datant des années 1830 aux années 1900. L'ordre lui-même est décrit dans les sources historiques marocaines comme une confrérie soufie fondée par Muhammad ibn Issa, décédé en 1524. L'analyse académique comprend Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Soufisme de Vincent Cornell, publié en 1948, et les ethnographies militaires coloniales françaises d'Edmond Douté, notamment Magie et religion dans l'Afrique du Nord, publié en 1909. Les cérémonies publiques des Aïssawa ont été documentées par des voyageurs européens dès le XVIe siècle. Les adeptes manipulèrent des charbons ardents, consommaient du verre et des scorpions, et s'enfonçaient des broches de fer dans les joues et les bras sans saigner, tout cela en public devant des publics mixtes, incluant des observateurs étrangers sceptiques. Ce n'étaient pas des rituels privés, ils étaient menés au grand jour. Le général français Thomas Robert Bugeaud, commandant des forces françaises en Algérie de 1840 à 1847, et homme peu enclin au mysticisme, fit référence dans sa correspondance administrative aux problèmes tactiques posés par les combattants Aïssawa qui, selon ses propres mots, ne répondent pas aux blessures comme les autres hommes, et recommanda d'éviter tout engagement direct sans soutien d'artillerie. Edmond Douté n'était pas un soldat effrayé sur un champ de bataille. C'était un ethnographe formé menant des observations systématiques, et il documenta des cas physiologiques dont il affirma explicitement qu'ils ne pouvaient être expliqués par l'hypothèse de la suggestion ou de la performance qu'il avait initialement proposée. Le processus d'initiation des Aïssawa impliquait des années de contrôle de la respiration transdisciplinaire et de conditionnement psychologique supervisé par des adeptes de haut rang. Le cercle intérieur de l'ordre, connu sous le nom de Khalwa, exerçait une fonction d'assassinat politique spécifiquement initiée dirigée contre les administrateurs coloniaux et les collaborateurs locaux. La portée opérationnelle des Aïssawa s'étendait du Maroc à la Libye ottomane en passant par la Tunisie et descendait les routes commerciales sahariennes avec des branches communiquant par les réseaux commerciaux des lodges Soufi Zawiya qui fournissaient couverture, logistique et renseignements à travers les frontières nationales. Plusieurs administrateurs français qui s'opposaient aux activités des Aïssawa en Algérie furent tués dans des circonstances que les tribunaux coloniaux classèrent comme des accidents ou du banditisme. Dans au moins 3 cas documentés, des témoins témoignèrent plus tard devant des tribunaux coloniaux que des adeptes Aïssawa avaient en été présents. La théorie du portillon du chercheur sur la douleur, Ronald Melzack, publiée en 1965, fournit un cadre neurologique pour une suppression extrême de la douleur par des états d'attention focalisés. Mais selon les rapports chirurgicaux français, cela ne rend pas compte des anomalies de lésions tissulaires documentées dans les notes cliniques. Les spécialistes de la pratique soufie classent les démonstrations physiques des Aïssawa comme le produit d'états de transe extrême qui suppriment réellement la perception de la douleur et les réponses de peur autonomes via des mécanismes neurologiques, notamment le contrôle du portillon et la libération d'endorphines. Les observations de l'absence de saignement sont attribuées à des techniques de préparation, à l'inexactitude des observateurs et aux effets psychosomatiques d'états extatiques de masse. Les rapports militaires français sont expliqués comme le fait de soldats professionnels attribuant une résilience extraordinaire à des causes surnaturelles dans des situations de combat culturellement peu familières. Mais Douté documenta des cas dont il affirma explicitement qu'il ne pouvait les expliquer avec les hypothèses dont il disposait.
Les chirurgiens militaires français, qui rédigèrent des rapports anormaux sur la guérison des plaies, travaillaient à partir de notes cliniques prises sous obligation professionnelle. C'étaient des gens dont l'identité professionnelle reposait sur le fait de ne pas être crédules, et plusieurs d'entre eux le furent pourtant, ou du moins écrivirent des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. La recherche en psychoneuroimmunologie, notamment les travaux documentés par Esther Sternberg dans Healing Spaces, publiés en 2009, a démontré que des états extrêmes d'attention focalisée et de transe religieuse peuvent produire des effets physiologiques mesurables. Altération de la coagulation, modulation de la réponse immunitaire et analgésie dépassant ce que le contrôle volontaire ou la simple distraction peuvent justifier. Supposément, le programme de formation initiatique multigénérationnelle des Aisawa aurait pu être une méthodologie systématique pour accéder à ces états physiologiques sur demande. Si cela est vrai, demandent certains chercheurs, ne faisait-il pas des miracles, mais cartographiait-il plutôt un ensemble de capacités physiologiques humaines que la médecine occidentale commence seulement à étudier formellement, bâtissant un programme d'entraînement à l'assassinat autour d'elle? Ce que ces chirurgiens militaires français regardaient et écrivaient dans un langage clinique soigné était peut-être la limite extrême de quelque chose concernant le corps humain que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Les archives militaires coloniales françaises relatives aux opérations des Aisawa restent incomplètement répertoriées et partiellement restreintes, et aucune étude de recherche formelle n'a jamais été menée sur les adeptes actifs des Aisawa, bien que l'ordre continue d'exister aujourd'hui en tant que confrérie soufie légitime au Maroc. Top 1. Les Hachachines. Un chevalier croisé se réveille dans sa tente quelque part en Terre Sainte et trouve un poignard planté dans le sol à côté de sa tête endormie. Aucun garde n'a rien entendu. Aucun périmètre n'a été forcé. Une note est attachée à la lame. Pas une menace, mais un reçu. Cela signifie que le prochain vous sera destiné. Nous sommes en 1990 après J.C. Un homme nommé Hassan Issaba vient de s'emparer de la forteresse d'Alamout dans les montagnes de l'Alborz, au nord de la Perse, et il l'a fait sans siège. Ses agents avaient déjà converti la garnison de l'intérieur avant son arrivée. Il tiendra cette forteresse pendant 35 ans sans jamais la quitter. Le mot « assassin » entre directement dans la langue anglaise à partir du nom de l'organisation qu'il a fondée, via l'italien « assassino » et l'arabe « hashishin ». Marco Polo les a documentés vers 1298. Les historiens arabes Ibn Jubayr et Ibn Battuta ont écrit à leur sujet. Bernard Lewis a consacré sa carrière à les étudier et a publié son récit définitif, Les Assassins, une secte radicale de l'islam, en 1967. 5. Top 5. Les tribunaux de la Sainte Véam. Des villages de montagne du Japon, nous passons à l'Allemagne médiévale, où un système de tribunaux secrets se rendait invisible tout en prononçant des sentences de mort contre des personnes qui n'ont jamais su qu'elles avaient été jugées. La VM. Vous êtes un noble dans l'Allemagne du XVe siècle. Un matin, votre intendant apporte une nouvelle qui vous glace le sang. Un homme à 2 villages de là a été retrouvé pendu à un chêne à l'aube, avec fixé sur sa poitrine un couteau, une corde et une poignée de paille. Vous savez ce que cela signifie. Vous savez ce que cela signifie que vous ne sachiez pas qui a fait le coup. Et vous comprenez déjà que vous avez peut-être été accusé par le même tribunal, jugé, reconnu coupable et condamné sans même avoir été informé de la tenue de votre procès. Les Vemgericht, également appelés la FEM ou la Sainte Aveam, sont documentés dans les registres juridiques impériaux allemands dès la fin du XIIe siècle et abondamment dans les archives judiciaires de Westphalie. L'empereur Frédéric Ier, dit Barberousse, a émis des chartes relatives à leur juridiction. Karl Kröschel a analysé leurs registres dans Die Deutschen Freistühle, publié en 1870. Goethe a fait référence à la VEM dans Götz von Berlichingen. Walter Scott les a portés à l'attention de l'Europe entière dans Anne de Geierstein. Les estimations du nombre de membres varient de 50 000 à 200 000, tout rang confondu. La VM opérait sous une autorité impériale revendiquée, affirmant que sa juridiction découlait directement de Charlemagne, ce qui donnait à ses sentences un vernis de légitimité rendant difficile la résistance ou l'enquête des autorités locales.
Les membres étaient divisés en Freischofen, les francs jurés, et Freigrafen, les francs-comtes qui présidaient les tribunaux. Seuls les membres connaissaient les mots de passe, les signes et les poignées de main qui identifiaient les autres membres. Les non-membres, qui apprenaient par inadvertance les signes de reconnaissance, pouvaient être condamnés à mort pour cette seule connaissance. La carte de visite, un couteau, une corde et un brin de paille étaient assez constantes dans tout le Saint-Empire romain germanique pour que les contemporains y reconnaissent immédiatement une exécution de la vême plutôt qu'un meurtre ordinaire. La vême jugeait les accusés par contumace. Une personne pouvait être convoquée 3 fois. Si elle ne se présentait pas, elle était reconnue coupable et condamnée à son insu. Et la sentence était alors distribuée à tous les membres de l'Empire comme une obligation personnelle d'exécution. L'empereur Sigismond, régnant de 1433 à 1437, était lui-même un membre assermenté de la vême, comme le documentent les chroniques contemporaines, donnant à l'organisation une ligne directe vers la politique impériale, tout en obligeant théoriquement l'empereur à exécuter ses sentences. En 1470, le duc Charles le Téméraire de Bourgogne fut convoqué devant la vême, refusa de comparaître et fut condamné par contumace. Il mourut au combat en 1477 et les chroniques contemporaines rapportent même que des rumeurs circulèrent immédiatement, suggérant que l'obligation d'exécution distribuée avait été remplie par un arrangement sur le champ de bataille plutôt que par un assassinat direct. Des meurtres documentés associés à la VM ont continué d'apparaître dans les registres de la police allemande jusque dans les années 1820, plus de 3 siècles après le déclin formel de l'organisation. Les historiens du droit classent les Wehrmacht comme une institution de transition comblant un véritable vide de gouvernance dans le Saint-Empire romain fragmenté. Une tentative de fournir des conséquences juridiques dans des régions où l'autorité impériale était trop faible pour agir de manière indépendante. Son secret était une réponse pratique à la réalité politique, voulant que les membres aient un besoin de protection contre les puissants nobles qu'ils accusaient parfois. Son déclin a été parallèle à la consolidation des États territoriaux, ce qui a rendu les structures judiciaires parallèles redondantes. Mais une institution judiciaire légitime ne distribue pas des obligations d'exécution à travers un réseau de membres qui portent des sentences de mort dans leur tête comme des mandats d'arrêt ambulants, exécutables à vue sans processus d'appel et sans archives publiques. Le condamné ne faisait pas face à un seul bourreau. Il faisait face à chaque membre assermenté qu'il pourrait rencontrer pour le reste de sa vie. Une sentence, une fois prononcée, ne pouvait jamais être révoquée. Ce n'est pas un tribunal comblant un vide, c'est une machine conçue pour rendre certains décès impossibles à prévenir. Henry Charles Lea, dans A History of the Inquisition of the Middle Ages, publié en 1888, est soutenu que la fonction principale de la Wehrmacht n'a jamais été judiciaire. C'était un racket de protection habillé d'un langage juridique. L'appartenance donnait accès à un réseau de protection mutuelle. Les membres étaient effectivement à l'abri des poursuites de la Wehrmacht. Le pouvoir ne venait pas de ces sentences, mais de la terreur d'une appartenance inconnue, l'impossibilité de savoir quel voisin, serviteur ou allié était obligé de vous tuer si une sentence était prononcée. Si cela est vrai, demandent certains chercheurs, qui dirigeait ce racket de protection? Qui payait pour cela? Et parmi ces 50 000 à 200 000 membres, combien connaissaient réellement les réponses à ces questions? Top 6, les frumentarii. La Vême cachait ses sentences de mort dans le langage de la loi. À Rome, l'Empire lui-même a caché son réseau d'assassinats dans quelque chose d'encore plus banal, l'approvisionnement en grains. Les frumentarii romains. Vous êtes un empereur. Vous avez la plus grande armée du monde, l'appareil administratif le plus sophistiqué de l'histoire et une autorité légale absolue sur chaque être humain de la Bretagne à la Mésopotamie. Et pourtant, quelque chose vous empêche de dormir. Non pas une menace étrangère, mais un réseau que vous avez construit vous-même. Un réseau qui sait tout sur tout le monde, qui vous rend compte et qui a commencé discrètement à décider par lui-même quels empereurs doivent continuer. Les frumentarii sont documentés dans les papyrus militaires romains, les registres administratifs impériaux et l'Histoire Auguste, une collection de biographies impériales
daté des 11e et 4e siècles après J. Chassid et N. B. Rankov, a synthétisé l'analyse savante dans The Frumentary, publié en 1990. Ils apparaissent dans l'Apologeticus de Tertullien, écrit vers 197 après J.C., comme des objets d'une véritable crainte civile à travers l'Empire. Le nom frumentarii dérive de frumentum, le mot latin pour le grain. Leur fonction originelle était la logistique et la taxation de l'approvisionnement en grains. Un rôle qui les obligeait à voyager librement, à porter une identification officielle et à avoir des raisons légitimes d'entrer dans n'importe quelle ville, camp militaire ou domaine privé du territoire romain. Sous le règne d'Adrien, qui a régné de 117 à 138 après J.C., les frumentarii étaient documentés effectuant des fonctions de renseignement, interception de correspondance, surveillance des gouverneurs de province et rapport sur la loyauté des commandants militaires. La transition de la logistique du grain à la surveillance n'apparaît dans aucun document subsistant. Elle s'est simplement produite. Et au moment où quelqu'un l'a écrite, elle se produisait déjà depuis des décennies. L'histoire Auguste documente l'implication des frumentarii dans au moins 2 assassinats impériaux. Le meurtre de Pertinax en 193 après J.C. et les circonstances entourant la mort de Caracalla en 217 après J.C., où des officiers frumentarii étaient présents sur les lieux et leur rôle n'a jamais été officiellement examiné. Tertullien, écrivant vers 197 après J.C., les identifie explicitement comme des instruments de persécution, ceux qui rapportaient les lieux de réunion, les listes de membres et l'identité du clergé chrétien à travers plusieurs provinces, suggérant des réseaux d'informateurs pleinement développés au sein des populations urbaines civiles à l'échelle de l'Empire. Les frumentarii utilisaient un système de reconnaissance encodé dans les documents de réquisition de grains, des phrases spécifiques qui permettaient aux agents de s'identifier entre eux à travers l'Empire sans signaux manifestes. Ce système est partiellement reconstitué à partir de papyrus découverts à Oxyrhynque en Égypte. Dioclétien a dissous les frumentarii vers 300 après J.C. et les a remplacés par les agent in rebus. Cette nouvelle organisation, en moins de 50 ans, avait développé son propre pouvoir politique parallèle, suggérant que la dynamique institutionnelle était structurelle plutôt qu'un problème lié à des individus spécifiques. Tertullien comparait la portée des frumentarii à l'omniscience divine comme artifice rhétorique, impliquant que son public comprenait déjà que les frumentarii étaient effectivement partout et savaient tout. Pour un évêque d'Afrique du Nord écrivant à la fin du IIe siècle, ce n'était pas un compliment. Les historiens de l'administration romaine caractérisent l'évolution des frumentarii comme une dérive institutionnelle organique, une organisation dotée de privilèges de voyage à l'échelle de l'Empire, accumulant progressivement des fonctions secondaires au fur et à mesure que les empereurs les trouvaient pratiques. Leur implication dans les assassinats est considérée comme le fait d'acteurs individuels exploitant la proximité du pouvoir et non comme un comportement institutionnel systématique. La dissolution par Dioclétien reflète une préférence administrative pour la clarté plutôt qu'une preuve qu'une institution était devenue ingouvernable. Mais Dioclétien n'a pas réformé les frumentarii. Il les a entièrement abolis, puis a immédiatement reconstitué le même rôle fonctionnel sous un nom différent et une structure de commandement différente. Ce n'est pas une préférence pour la clarté. C'est un empereur reconnaissant qu'une institution était devenue impossible à contrôler et repartant de zéro. La question à laquelle aucun historien n'a pleinement répondu est de savoir si une institution de ce genre repart vraiment de zéro ou si elle change simplement de nom. Certains chercheurs, dont Anthony Barrett dans ses études sur la politique julio-claudienne, ont suggéré que les frumentarii représentent une caractéristique structurelle des grands empires administratifs plutôt qu'une anomalie romaine. L'émergence inévitable d'un centre de pouvoir parallèle au sein de toute bureaucratie suffisamment complexe, combinant une capacité de collecte de renseignements avec une violence déniable. Si cela est vrai, les frumentarii n'étaient pas une corruption de l'administration romaine. Ils en étaient l'aboutissement logique, et chaque appareil de sécurité d'État qui a suivi dans chaque empire depuis lors a pu être les frumentarii réinitialisés, attendant à chaque fois que la même dynamique se réaffirme. Top 7. Rachid ad-Din Sinan.
Depuis les rouages administratifs de Rome, nous passons aux montagnes de la Syrie du XIIe siècle, où un seul homme a dirigé un royaume depuis une unique pièce pendant 30 ans sans armée et a contraint à la négociation le plus grand chef militaire du monde médiéval, Rachid ad-Din Sinan. Saladin est le plus grand commandant militaire du monde médiéval. Il vient de reprendre Jérusalem. Il commande un empire s'étendant de l'Égypte à l'Irak. Et un matin, il se réveille dans sa tente, entouré de gardes du corps à l'intérieur d'un camp fortifié, au milieu d'une armée. Et à côté de sa tête, il y a un gâteau empoisonné et une note. La note dit, en substance, nous aurions pu le faire. Il envoie un messager dans les montagnes de Syrie le jour même. Rachid ad-Din Sinan est documenté dans les sources historiques arabes, notamment Al-Kamil fi al-Tarikh d'Ibn al-Athir, écrit vers 1231, les récits de voyage d'Ibn Jubayr de 1183 à 1185 et de vastes chroniques de croisées. Bernard Lewis a examiné sa vie dans Les Assassins en 1967. Farhad Daftari a analysé le contexte ismaélien plus large dans A Short History of the Ismailis, publié en 1998. L'incident de la tente de Saladin est documenté dans de multiples sources arabes indépendantes et considéré comme historiquement fiable par la recherche académique dominante. Sinan arriva en Syrie depuis Alamout vers 1162 en tant que commandant subalterne. En l'espace d'une décennie, il était devenu effectivement indépendant, ne maintenant qu'une allégeance nominale au quartier général, perce tout en construisant une base de pouvoir personnel dans les montagnes syriennes qui ne répondait à aucune autorité, qu'elle soit islamique ou croisée. Son assassinat de Conrad de Montferrat en avril 1192 survint quelques jours après l'élection de Conrad comme roi de Jérusalem. Deux agents avaient passé des mois dans la ville en se faisant passer pour des moines chrétiens. Le timing était si précis et l'effet politique si dramatique que Richard Ier d'Angleterre et Saladin furent immédiatement soupçonnés d'avoir commandité le meurtre. Les sources contemporaines ne purent déterminer qui l'avait ordonné, ce qui en dit long sur la manière dont Sinan opérait. L'incident de la tente de Saladin est documenté dans la chronique d'Ibn al-Athir en ces termes. Les gardes trouvèrent un gâteau empoisonné et une note de menace à côté de la tête du commandant endormi, ainsi qu'une lettre de sauf-conduit de Sinan, fixée à la paroi de la tente avec un poignard. Aucun garde du périmètre n'avait rien signalé. Saladin ouvrit des négociations en quelques semaines. L'accord de non-agression qui suivit représente le seul cas enregistré où Saladin conclut la paix avec un ennemi dont la capacité militaire n'était qu'une infime fraction de la sienne. Selon Ibn Jubayr, qui traversa la région en 1183, les chevaliers croisés payaient régulièrement tribut aux forteresses de Sinan en échange d'une immunité opérationnelle, ce qui signifie que les deux camps du conflit croisé payaient simultanément pour la protection du même bastion montagneux. En 1176, Sinan menaça le grand maître des Hospitaliers de la mort simultanée de hauts responsables croisés dans plusieurs villes, à moins qu'une concession théologique ne soit faite. La concession fut faite. Il y a aussi le récit répété dans plusieurs sources selon lequel Sinan recevait des ambassadeurs croisés et faisait un geste à la suite de quoi deux de ses fidaïs se jetaient du haut des murs du château vers leur mort sans hésitation, dans une démonstration froide et délibérée. Les ambassadeurs rentrèrent chez eux et rapportèrent ce qu'ils avaient vu. Cette histoire fit plus de travail politique pour Sinan que son meurtre. Après sa mort en 1193, le territoire assassin syrien continua de fonctionner pendant encore 60 ans avant que les Mongols ne le détruisent finalement en 1260, suggérant que l'institution était structurellement assez robuste pour survivre à la perte de son architecte fondateur. Les historiens caractérisent Sinan comme un opérateur politique exceptionnellement talentueux qui a maximisé le levier disponible pour un petit acteur stratégiquement situé dans un système de conflits multipartites. La volonté de ses agents de mourir est expliquée comme une véritable dévotion religieuse et une formation idéologique intensive. Sa faiblesse militaire était compensée par sa position géographique, une discipline de sécurité opérationnelle et une lecture précise des vulnérabilités psychologiques de ses adversaires. Mais l'explication dominante rend compte du quoi sans toucher au comment. Comment crée-t-on une institution dans laquelle un homme se jette du haut d'un mur de château sur un simple signal?
Non pas au combat, mais dans une démonstration froide et délibérée devant des témoins étrangers. Comment construit-on une sécurité opérationnelle si complète que 30 ans d'opérations d'assassinat actives dans la région la plus surveillée du monde médiéval n'ont produit aucune infiltration réussie, aucune défection et aucune trace documentaire menant à l'ordre? Farhad Daftari et d'autres chercheurs ismaéliens ont soutenu que les fidaïs n'étaient pas des fanatiques, mais des professionnels, des hommes qui avaient pris un engagement sincère, réfléchi et irréversible envers la mission bien avant qu'une cible spécifique ne soit nommée. Si cela est vrai, demandent certains chercheurs, la véritable réussite de Sinan n'était-elle pas de construire une organisation capable de tuer n'importe qui, mais de construire une organisation dans laquelle chaque membre avait déjà individuellement décidé de mourir pour elle? Il n'avait pas besoin de les motiver. Il n'avait qu'à les orienter. Les archives des assassins syriens à Masyaf ont été capturées par les Mongols en 1260 et n'ont jamais été retrouvées. Plusieurs sources font référence à une bibliothèque à Masyaf qui aurait contenu des textes de la période pré-islamique. Qu'y avait-il dedans? Où est-elle passée? Et quel était précisément le mécanisme par via lequel les agents ont pénétré la sécurité de Saladin pour atteindre sa tête endormie sans qu'un seul garde du périmètre ne remarque quoi que ce soit? Nous ne le saurons peut-être jamais. Top 8, les Aïssawa. Depuis les montagnes de Syrie, nous passons en Afrique du Nord, où un ordre différent a bâti son pouvoir sur quelque chose que l'armée française passerait des décennies à essayer d'expliquer dans un langage clinique sans jamais y parvenir tout à fait. Les Aïssawa, des officiers coloniaux français dans l'Algérie du 19e siècle, ont déposé des rapports d'incidents militaires d'un formel sur quelque chose pour lequel ils n'avaient aucune doctrine tactique. Des hommes qui ne s'arrêtaient pas lorsqu'ils étaient touchés par des balles, et non au sens figuré. Des hommes documentés recevant plusieurs balles de mousquet et continuant d'avancer sans réaction apparente à la douleur, sans réaction défensive, jusqu'à ce qu'ils tombent, parfois des minutes plus tard, parfois pas du tout. Les officiers recommandaient à leurs commandants de ne pas envoyer d'infanterie standard contre eux. Les Aïssawa sont documentés dans les archives militaires et administratives coloniales françaises d'Algérie et du Maroc, datant des années 1830 aux années 1900. L'ordre lui-même est décrit dans les sources historiques marocaines comme une confrérie soufie fondée par Muhammad ibn Issa, décédé en 1524. L'analyse académique comprend Realm of the Saint, Power and Authority in Moroccan Sufism de Vincent Cornell, publié en 1948, et les ethnographies militaires coloniales françaises d'Edmond Douté, notamment Magie et religion dans l'Afrique du Nord, publié en 1909. Les cérémonies publiques des Aïssawa ont été documentées par des voyageurs européens dès le XVIe siècle. Les adeptes manipulèrent des charbons ardents, consommaient du verre et des scorpions, et s'enfonçaient des broches de fer dans les joues et les bras sans saigner, tout cela en public devant des publics mixtes, incluant des observateurs étrangers sceptiques. Ce n'étaient pas des rituels privés, ils étaient menés au grand jour. Le général français Thomas Robert Bugeaud, commandant des forces françaises en Algérie de 1840 à 1847, et homme peu enclin au mysticisme, fit référence dans sa correspondance administrative aux problèmes tactiques posés par les combattants Aïssawa qui, selon ses propres mots, ne répondent pas aux blessures comme les autres hommes, et recommanda d'éviter tout engagement direct sans soutien d'artillerie. Edmond Douté n'était pas un soldat effrayé sur un champ de bataille. C'était un ethnographe formé menant des observations systématiques, et il documenta des cas physiologiques dont il affirma explicitement qu'ils ne pouvaient être expliqués par l'hypothèse de la suggestion ou de la performance qu'il avait initialement proposée. Le processus d'initiation des Aïssawa impliquait des années de contrôle de la respiration transdisciplinaire et de conditionnement psychologique supervisé par des adeptes de haut rang. Le cercle intérieur de l'ordre, connu sous le nom de Khalwa, exerçait une fonction d'assassinat politique spécifiquement initiée dirigée contre les administrateurs coloniaux et les collaborateurs locaux. La portée opérationnelle des Aïssawa s'étendait du Maroc à la Libye ottomane en passant par la Tunisie et descendait les routes commerciales sahariennes avec des branches communiquant par les réseaux commerciaux des lodges Soufi Zawiya qui fournissaient couverture, logistique et renseignements
à travers les frontières nationales. Plusieurs administrateurs français qui s'opposaient aux activités des Aïssawa en Algérie furent tués dans des circonstances que les tribunaux coloniaux classèrent comme des accidents ou du banditisme. Dans au moins 3 cas documentés, des témoins témoignèrent plus tard devant des tribunaux coloniaux que des adeptes Aïssawa avaient en été présents. La théorie du portillon du chercheur sur la douleur, Ronald Melzack, publiée en 1965, fournit un cadre neurologique pour une suppression extrême de la douleur par des états d'attention focalisés. Mais selon les rapports chirurgicaux français, cela ne rend pas compte des anomalies de lésions tissulaires documentées dans les notes cliniques. Les spécialistes de la pratique soufie classent les démonstrations physiques des Aïssawa comme le produit d'états de transe extrême qui suppriment réellement la perception de la douleur et les réponses de peur autonomes via des mécanismes neurologiques, notamment le contrôle du portillon et la libération d'endorphines. Les observations de l'absence de saignement sont attribuées à des techniques de préparation, à l'inexactitude des observateurs et aux effets psychosomatiques d'états extatiques de masse. Les rapports militaires français sont expliqués comme le fait de soldats professionnels attribuant une résilience extraordinaire à des causes surnaturelles dans des situations de combat culturellement peu familières. Mais Douté documenta des cas dont il affirma explicitement qu'il ne pouvait les expliquer avec les hypothèses dont il disposait. Les chirurgiens militaires français, qui rédigèrent des rapports anormaux sur la guérison des plaies, travaillaient à partir de notes cliniques prises sous obligation professionnelle. C'étaient des gens dont l'identité professionnelle reposait sur le fait de ne pas être crédules, et plusieurs d'entre eux le furent pourtant, ou du moins écrivirent des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. La recherche en psychoneuroimmunologie, notamment les travaux documentés par Esther Sternberg dans Healing Spaces, publiés en 2009, a démontré que des états extrêmes d'attention focalisée et de transe religieuse peuvent produire des effets physiologiques mesurables. Altération de la coagulation, modulation de la réponse immunitaire et analgésie dépassant ce que le contrôle volontaire ou la simple distraction peuvent justifier. Supposément, le programme de formation initiatique multigénérationnelle des Aïssawa aurait pu être une méthodologie systématique pour accéder à ces états physiologiques sur demande. Si cela est vrai, demanderont certains chercheurs, ne faisait-il pas des miracles, mais cartographiait-il plutôt un ensemble de capacités physiologiques humaines que la médecine occidentale commence seulement à étudier formellement, bâtissant un programme d'entraînement à l'assassinat autour d'elle? Ce que ces chirurgiens militaires français regardaient et écrivaient dans un langage clinique soigné était peut-être la limite extrême de quelque chose concernant le corps humain que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Les archives militaires coloniales françaises relatives aux opérations des Aïssawa restent incomplètement répertoriées et partiellement restreintes, et aucune étude de recherche formelle n'a jamais été menée sur les adeptes actifs des Aïssawa, bien que l'ordre continue d'exister aujourd'hui en tant que confrérie soufie légitime au Maroc. Top 9. La Société des hommes léopards. Des montagnes d'Afrique du Nord, nous passons aux forêts d'Afrique occidentale et centrale, où une confrérie différente s'est rendue invisible non pas en se déplaçant plus vite qu'on ne peut le voir, mais en se cachant à la frontière entre l'être humain et le prédateur. La Société des hommes léopards. Un corps est retrouvé dans un village de Sierra Leone. Les blessures proviennent manifestement d'un animal. Les marques de griffes sont précises. Le schéma correspond à une attaque de léopard. Sauf qu'il n'y a aucune trace de léopard. Les organes internes de la victime ont été retirés d'une manière qu'aucun léopard sauvage n'utilise. C'est le 4e corps cette année. Et le chef du village, lorsqu'il est interrogé, dit la même chose. Tous les chefs de village de la région disent qu'il n'y a pas d'attaque de léopard. Ils n'ont pas vu de léopard. La Société des hommes léopards est documentée dans les registres administratifs coloniaux britanniques de Sierra Leone, du Nigeria et du Cameroun à partir des années 1880. Des procès de masse ont eu lieu en Sierra Leone en 1903 et au Nigeria de 1945 à 1948. L'analyse académique le comprend The Mend of Sierra Leone de Kenneth Little, publié en 1951, et Memories of the Slave Trade de Rosalind Shaw, publié en 2002, qui recadre la société dans un contexte post-colonial. Les procès coloniaux de 1903 en Sierra Leone ont abouti à 87 condamnations.
Les enquêteurs britanniques ont documenté un type d'arme, des gants à griffes de fer ou des lames à plusieurs pointes spécifiquement conçues pour produire des motifs de blessures de léopard sur des corps humains, trouvés dans plusieurs lieux indépendants avec un design cohérent. Les procès de 1945 à 1948 au Nigeria ont entraîné 73 exécutions suite à des meurtres dans la région de Cross River. L'officier de district britannique G.I. Jones documenta dans son rapport officiel que les initiés croyaient que les transformations en léopard étaient littérales, que la préparation rituelle produisait réellement un changement physiologique, et que cette croyance était si centrale à la cohésion de la société qu'elle ne pouvait être traitée par les seules poursuites judiciaires. Le travail de terrain de l'anthropologue Rosalind Shaw en Sierra Leone, dans les années 1990, documenta que la mémoire de la société des hommes léopards persistait dans la tradition orale de communautés n'ayant eu aucun contact entre elles pendant la période de suppression coloniale, suggérant que la tradition s'était préservée à travers des flux indépendants, parallèles, plutôt qu'une structure organisationnelle unique survivante. Le Borfima, un objet médicinal rituel associé au pouvoir de la société, est décrit de manière cohérente dans les dépositions coloniales, tant en Sierra Leone qu'au Nigeria, comme nécessitant de la graisse humaine comme composant. La spécificité de cette description chez des témoins indépendants dans des procès sans lien entre eux est notée dans les rapports des officiers médico-coloniaux britanniques comme étant une anomalie. Les enquêteurs coloniaux ont découvert que les meurtres ciblaient fréquemment des catégories sociales spécifiques, des personnes ayant accumulé des richesses par le commerce, des individus s'étant convertis au christianisme ou à l'islam et ayant ainsi quitté les structures d'autorité traditionnelles, et des témoins de meurtres précédents suggérant une fonction institutionnelle de contrôle social plutôt qu'une violence rituelle aléatoire. Le système de reconnaissance de la société, motif de scarification corporelle spécifique, phrases de type appel et réponse, et identification basée sur des objets, était suffisamment cohérent d'une région à l'autre pour que les enquêteurs coloniaux en Sierra Leone et les enquêteurs nigérians 40 ans plus tard, et à 1000 kilomètres de distance, documentent les mêmes symboles indépendamment les uns des autres. Shaw a soutenu que les origines de la société des hommes léopards pourraient être liées à la période de la traite des esclaves, que l'organisation a émergé en partie comme un mécanisme de résistance et de survie dans des communautés dévastées par les raids, la croyance en la transformation en léopard fournissant un cadre psychologique pour une violence de représailles qui pourrait être attribuée de manière déniable à une attaque animale. Les anthropologues et les historiens classent la société des hommes léopards comme une association de pouvoirs secrètes masculines communes à l'Afrique occidentale et centrale qui utilisait la violence rituelle comme mécanisme de contrôle social, d'autorité politique et de redistribution des ressources. La croyance en la transformation en léopard est classée comme une psychologie rituelle, fournissant une justification mythologique à des actions servant des fonctions sociales concrètes. La cohérence multiethnique est expliquée par la diffusion des éléments rituels via les réseaux commerciaux au fil des siècles. Mais la diffusion par les réseaux commerciaux produit des variations, pas une standardisation. Tout autre élément de la culture matérielle, art, musique, langue, organisation politique, a divergé de manière spectaculaire entre ces groupes ethniques au cours de la même période. Seule la signature opérationnelle de la société des hommes, léopard, est restée cohérente au sein de groupes n'ayant aucune autorité commune, aucune tradition écrite et aucune structure centralisée. Cette cohérence sur 1000 kilomètres et plusieurs siècles suggère soit un point d'origine unique à partir duquel la société s'est propagée intacte, soit un mécanisme de préservation si robuste qu'il a survécu à la suppression coloniale, à la fragmentation ethnique et à la dispersion géographique sans laisser une seule trace organisationnelle. Le recadrage post-colonial de Shaw suggère que la société des hommes léopards devrait être comprise non pas comme une organisation criminelle, mais comme une institution politique distribuée et sophistiquée. Une institution qui opérait comme une forme d'autorité judiciaire et redistributive dans des communautés où les structures étatiques, formelles, étaient soit absentes, soit prédatrices. Si ce cadre tient, demandant certains chercheurs, la société des hommes léopards
Faisait-elle en Afrique de l'Ouest ce que la Verme faisait en Allemagne et ce que les Frumentari faisaient à Rome? Combler un vide de gouvernance avec un pouvoir institutionnel distribué et déniable qu'aucune autorité extérieure ne pouvait pleinement cartographier, poursuivre ou détruire. Les griffes de léopard étaient armées la technologie. Ce qui se cachait derrière elle est peut-être quelque chose qui n'a de mot adéquat dans aucune langue issue de la tradition juridique européenne. Aucun Borfima récupéré n'a jamais fait l'objet d'une analyse scientifique complète. Aucun dossier de suppression coloniale n'a produit de documentation substantielle sur la doctrine interne de la société. Et la question de savoir d'où venait réellement la standardisation opérationnelle multiethnique, de quelle communauté, à quel moment de l'histoire, pour quel but originel, n'a jamais reçu de réponse.